Bonjour, bienvenue dans le trio économique. Aujourd'hui, Q&A. Donc, on répond à vos questions, aussi bizarres ou intelligentes soient-elles. Et tout d'abord, on a Antoine Bernier, son livre, qui reprend de la pub présentement. Pourquoi il reprend de la pub? Parce que c'est le tome 2 que vous voyez dans mes mains présentement. Donc, les leçons du passé, tome 2, l'épreuve du réel. Les ventes de son premier livre ont quand même vraiment bien été avec la publicité sur le trio économique. On parle de plus de 150 livres vendus du côté d'Antoine. On va avoir quelque chose de spécial dans les lives du mercredi soir qui vont reprendre bientôt. On va faire tirer des tomes 1. J'ai une boîte de 20 livres à mon bureau qu'on va faire tirer pour des gens qui ne possèdent pas le tome 1. Présentement, si vous avez lu le tome 1 parce que vous êtes des bons auditeurs du trio économique, vous avez aimé le tome 1, le tome 2 est maintenant disponible. Donc, je vous encourage à le prendre. 20 $ sur Amazon ou un petit peu plus que 20 $, quelque chose comme ça. L'épreuve du réel, tome 2, les leçons du passé. Elliot est en 1925, puis moi, il y a des histoires d'amour là-dedans. Une petite madame, sa couverture. Ah, ben là, il y a des histoires charnelles. J'en commande 3 copies. Mais, Je sais pas quoi dire. non, mais ce que j'allais dire Rien à avant dire, man. de faire cette joke plate-là, c'était que pour, je trouve que à notre petit niveau, je trouve ça quand même cool qu'on ait inspiré des gens pour écrire des bouquins, tu sais. D'en Ouais. lire, c'est une chose, d'en écrire, c'est vraiment next level. Moi, ça me fait bien plaisir d'entendre ça. Parce que ça arrive une fois de temps en temps. Ben, quand même assez régulièrement que des gens écrivent et disent Hey, j'ai lu tel livre que vous avez. Pour vrai, je suis vraiment content dans ce temps-là parce que je trouve que les gens ont beaucoup l'habitude de parler de livres qu'ils n'ont pas lus puis de podcasts qu'ils n'ont pas écoutés. Fait que quand il y en a qui se prennent la peine de le faire, je trouve ça vraiment, vraiment nice. Ben Vincent, tu voulais-tu parler de ta sortie imminente ou tu Oh, voulais ben, attendre plus tard? tant qu'à y être. J'ai Tant qu'à. décidé. Bah, ouais, donc. Puisque c'est pas, je m'attends pas à ce que ça soit auprès de l'auditoire du trio économique qui va avoir une grande consommation de livres, parce que les gens du trio économique aiment autour du libéralisme en 80 idées que si vous êtes un auditeur du trio et ne vous êtes pas encore procuré, vous êtes vraiment dans le tort. OK? Vous avez fait des erreurs graves de choix et de jugement dans votre vie de ne pas encore avoir acheté une copie du livre. Mais j'en sors un qui est visé plus vers les péquistes. En leur disant que ben, la souveraineté, ça se fera pas s'ils ne font pas de compromis. C'est tout. C'est ça le point. Puis Le livre, c'est-tu comment faire voter oui par Yann Sénéchal ou non? Ça sonne c'est presque comme si tu savais écrire, tu aurais écrit un livre. Essayer de retrouver Je ne veux pas être plate, Vincent, là, mais j'ai juste écrit un livre dans ma vie, mais je n'ai vendu plus que tous les livres que tu as écrits dans ta vie. As-tu 30 000 copies vendues, toi? Non, hein, je pense pas. Non, OK. écoute. Mais moi, ceux qui l'ont acheté, des gens, c'est tout du monde excellent. Et j'ai pas de réponse. Je voulais te baver parce que c'était ça le but de Selon souligner. toi, je sais peut-être pas écrire, mais je sais comment vendre un livre, par contre. Écoute, comme tu dis si bien, t'es pas cave à temps plein. C'est ça, juste à temps Ouais, partiel. fait que c'est cette couverture-là que les gens vont pouvoir retrouver. La route des Québécois libres. Donc, quand même un petit clin d'œil à un auteur que des gens connaissent peut-être. Et un épisode du trio économique. Et à un épisode du trio économique. Mais c'est ça. Puis ça fait référence aussi, parce que moi, je l'ai lu en primeur, le petit bouquin. Il y a. Tu as eu ta copie, puis moi, je l'ai pas eu. C'est parce que je voulais que Frank écrive un épilogue. Ah, OK. Ah, Je c'est le ça. voulais pas, hein, c'est ça. Moi, je C'est pensais bon, que tu c'est n'avais pas. correct, c'est correct. J'ai compris. Non, voici mon Défends-toi raisonnement. pas. Défends-toi Moi, pas. toi, Ça tu n'arrêtes pas. continue. Parce que j'y ai demandé pendant l'été, puis il dit tout le temps je suis au baseball, je suis au baseball, je suis au baseball. Chris, à un moment donné, I get the message, you're busy, go fuck De toute yourself. façon, c'est des plans qui auraient parlé de baseball dans la préface. Là. Ah ouais. Arrête Il y tes aurait, façades. il y aurait Oh, eu oui. un prologue par Yann Sénéchal. Fait que là, j'étais Exact. au baseball. Là, le mot souveraineté apparaît nulle part. Puis là, j'étais au baseball, puis esti, vous êtes tous des NPC. Ouais. Mais moi, ce que je trouve cool du bouquin, là, pour ceux qui vont l'acheter et le découvrir, c'est que t'écris ça de la perspective d'un souverainiste, justement, et non pas... Tu sais, c'est pas un livre genre « Vous avez rien compris, mes rocheuses sont... » Tu sais, en fait, c'est quasiment un mode d'emploi. Si tu le comprends bien, ça aurait pu aussi être sous-titré genre « Mode d'emploi pour un référendum gagnant ». Ça devrait être ça le titre, c'est juste. C'est pas aussi cool que la route des Québécois. Ouais, c'est ça. Mais essentiellement, là, c'est titre alternatif, mettons, ça aurait été ça.
Sur ça, on va Québec pouvoir... Separation for Very Dummies. C'est ça, c'est ça. La séparation for dummies. Non, Very Dummies. Very dummies. Pour un autobus bien entretenu et accueillant. C'est ça. Oui, exact. Écoute, on va commencer avec des premières questions. Puis je me permets de choisir la première parce que c'est vraiment ma préférée. Je trouve ça incroyable de poser une question sur ce ton-là dans un Q&A. T'as un grin dans ta face, je sens un mauvais coup, man. Ok, je pensais que tu disais pour vrai. Non, t'as un petit sourire caché là, que t'es pas capable de réprimer. Ben, je trouve ça génial comme question. C'est Michael qui la pose. Vincent, pourquoi t'es menteur? Ben oui, parce que sa question, c'est pourquoi mentir sur le fait que le Québec a les meilleures politiques natalistes au monde, quand c'est clairement faux? Donc, je me souviens pas que tu aies dit qu'il y avait les meilleures politiques Je natalistes au pense que monde. c'est moi qui l'ai parlé. C'est moi qui ai répondu ça à un moment donné. Ouais, moi je me souviens pas. En fait, mon opinion, c'est pas mal que c'est. Écoute, ils font beaucoup d'effets. Fait que, c'est parce que le Québec a dépensé beaucoup. Fait que, si tu veux savoir quelle place que tu as eu le plus d'effets de politique publique pour augmenter la natalité, le Québec a dépensé beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il a dépensé beaucoup. Puis par dollar de dépenses, c'est pas particulièrement efficace en termes de dépenses publiques. Il y a des trucs bien plus efficaces comme déréglementer les garderies, déréglementer la construction, de faire en sorte que tu peux t'acheter une maison. En fait, une des choses que j'ai découvert probablement depuis qu'on a parlé de ça, parce que je ne me souviens pas quand est-ce qu'on a parlé de ça, mais... On avait fait un épisode... Ouais, on avait fait un épisode mané sur des manières de relancer la natalité, puis tu avais parlé justement de l'accès aux services de garde, des problèmes d'accès au logement. Puis tu avais cité une étude aux États-Unis là, qui montrait justement là, les effets de ça. Là, j'y vais de mémoire parce que ça fait quand même longtemps, mais je ne me rappelle pas de tous les détails. Là. Mais tu avais dit que, puis tu avais aussi mentionné dans ce podcast-là, je m'en souviens, que certaines des politiques natalistes du Québec avaient été étudiées là, d'un point de vue académique. Ce n'était pas juste un truc qui sortait de nulle part. Oui, puis non seulement ça, mais quand on regardait l'effet de toutes les politiques publiques qui ont un effet, c'était pas particulièrement gros. Puis il y en a un que je me souviens, il faudrait que je retrouve l'article, mais c'était genre. C'est sorti dans un des top journaux, puis ça s'appelait Car Seats as Contraception. Puis c'était l'idée que dans les années comme 70 aux States, les États avaient passé des règles que les enfants doivent avoir un siège particulier jusqu'à un certain âge. Donc, l'effet que ça a, c'est que ça augmente le coût d'avoir un troisième enfant parce que ces sièges-là ne fitent pas dans des autos, des sédans ou des choses comme ça. Fait que tu as comme t'as une augmentation de coût fiscal avec le troisième enfant. Puis le gars, il regarde, est-ce que l'adoption, qui n'était pas dans tous les États au même moment, est-ce qu'elle a eu un effet sur la fertilité? Puis la réponse, c'est que ça avait comme réduit d'1% la probabilité chaque année, 1 point de pourcent, excuse-moi, par année, la probabilité de donner naissance. Fait que, tu sais, si, mettons, chaque année, une femme avait... quand même. Oui, c'était pas négligeable. Puis il arrivait qu'il disait que ces lois-là avaient comme sauvé peut-être par année, sauf 60 enfants dans des accidents d'auto, mais ils ont réduit le nombre de naissances d'à peu près 8000 par année. Fait que, tu sais, je veux dire, pour un truc aussi insignifiant que car seats, là, je veux dire des restrictions sur des sièges d'auto que tu dois utiliser. Je veux dire, dollar pour dollar, il y a des trucs bien plus efficaces que tu pourrais faire. Je veux juste dire de quoi par rapport à ça. Là. Les gens réalisent, peut-être les gens qui ont des jeunes enfants le réalisent, là, mais je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point la réglementation reliée à l'obsession de la sécurité a rendu extrêmement coûteuse la parentalité dans les dernières années. Dans les derniers mois, là, parce que j'ai entre autres, ma soeur qui a eu un enfant il y a 6 mois, puis toutes les fois qu'elle me parle de ça, je suis comme, tu me niaises-tu? Vous êtes ta femme. Oui, non, exact, ma femme. Ouais. Elle va être vraiment contente d'entendre ça, ma soeur. Je salue son conjoint. Mais elle me disait la quantité de trucs que, mettons, vous et moi, quand on était jeunes, on avait, qui sont rendus illégaux. Vous n'avez pas idée. Genre, mettons, tu sais, quand les enfants allaient dans la piscine, là, il y avait comme un petit ballon dans le dos. On avait ça quand on était plus jeunes, des petits flotteurs sur les bras, les ballons. Illégal. Tes parents, juste finir, tes parents peuvent pas, les parents aujourd'hui peuvent pas prendre
des trucs de famille qui existent. Non, c'est légal, il faut que tu mettes un veste de sauvetage. J'étais allé dans un truc de vélo il n'y a pas longtemps pour faire réparer une crevaison. Le gars me disait non, on n'installe plus ça, des petits trous de chaque côté, il s'en vend plus parmi les fournisseurs parce qu'il y aurait comme un truc relié. Regarde, c'est un après l'autre, après l'autre. Tous les trucs, tu sais, les genres de parcs pour enfants, mettons que tu mets dans la maison, il y en a certains qui sont rendus illégaux. Il faut qu'ils soient faits d'une certaine manière. Les couchettes, les chaises, nomme-les toutes. Là. À peu près tout ce que les enfants Oui. des années 90 comme moi ont été installés dedans, c'est tout rendu illégal aujourd'hui. Les piscines, il y a une réglementation qui vient d'être implantée par la CAQ. Les clôtures, il y a des gens qui sont en train de payer entre 5 et 10 000 de clôture autour de leur piscine présentement à cause d'une nouvelle réglementation qui Exact. existe. Une réglementation provinciale, alors que c'est clairement du domaine municipal, ces affaires-là. Là. Mais tu sais, t'en veux-tu une comique aussi? Puis je pense qu'on peut passer à une autre question, parce que j'aimerais ça en passer une couple. Oui. Mais il y avait un truc dans les années 80, comme un autre article dans la même logique, qui disait c'est quoi? Il y avait comme des restrictions qui avaient été passées sur les emboutteillages de médicaments. Parce que la peur était que les enfants ont accès à des médicaments, peuvent s'empoisonner par médication. Puis je pense que c'était passé juste après les fameux Tylenol murders, parce qu'il y avait un. On est des détails. En gros, tu avais des Tylenol qui avaient été envoyés qui étaient empoisonnés, puis il y a eu des cas c'est très médiatisé, là. Mais ils avaient fait comme des trucs de sécurité autour de ça. Je me souviens plus des détails exactement, mais la raison que l'article est souvent cité en économie, c'est que c'est comme un des effets pervers de la réglementation, c'est que les gens ont ajusté leur comportement. Puisque maintenant, les bouteilles étaient plus sécuritaires, ils les vissaient moins bien, ils les laissaient à des places plus accessibles. Fait que, comme d'un côté, chaque usage était moins risqué, mais les gens prenaient plus de risques. Donc, l'effet était ambigu sur la sécurité. Fait que même sur le plan de sauver des vies, souvent, ces lois-là, en fait, ne génèrent pas l'effet initial que les policy makers veulent avoir. Mais depuis le début, par contre, on dévie beaucoup de sujets. Je me rappelle le contexte parce que je sais quelle personne a posé cette question-là, puis je sais pourquoi il la pose. C'est moi qui avais répondu à quelque chose sur Patreon à cet auditeur-là, anti-migration. Puis il disait on a juste à avoir plus de politiques natalistes. Puis ma réponse avait été man, c'est le paradis des politiques natalistes. Je n'avais pas dit qu'on était la place au monde qui en a le plus, mais j'ai dit c'est un paradis des politiques natalistes. Je veux dire, tu as des chèques à n'en plus finir de la RRQ. Oui, dans ce cas-là, tu as raison. Dans ce cas-là, tu as raison, parce que le Québec, quand on regarde la littérature empirique en économie, c'est comme tout le temps le case studies. Les garderies, les crédits d'impôt, le RQAP, tu as un paquet d'affaires qui est super étudié, justement, parce que le Québec a été très généreux. Le point que moi, je faisais, c'était plus. C'est pas super cost-effectif, puis il y a plein d'autres affaires qu'on fait que si on arrêtait de les faire, ça serait mieux. Ben, fait que tout ça venait un peu de là avec cet auditeur-là. J'ai dit, man, on est dans un paradis de lois natalistes, fiscales natalistes, où est-ce que, sérieusement, les célibataires se font enculer par l'impôt, puis les familles, ça reste pas si pire, pour vrai. Mm-hmm. Moi, là, comme expérience dans le conseil financier, je suis obligé de te dire, une famille qui ramène un revenu de 80 000 à 2, une famille qui ramène un revenu de 130 000 à 2, pour vrai, dans leur niveau de vie, il n'y a pas une grosse différence. La raison pourquoi c'est comme ça, c'est qu'il y a tellement de crédits d'impôt pour les familles, tout ça, ça vient niveler quasiment le niveau de vie des familles vraiment énormément. Par contre, évidemment, quelqu'un qui ramène un revenu de 80 000 puis c'est un couple sans enfants, c'est pas la même game qu'un couple à 120 000. Vraiment pas pareil. Mais au niveau des familles, c'est quasiment pareil. Fait que tu es dans une situation où est-ce que tu as des politiques fiscales et natalistes à n'en plus finir au Québec et le taux de fertilité est en constante baisse. Et même à ça, même si on est à un taux de fertilité qui est autour de 1,33 ou 1,38, dans tout ça, quand tu décortiques un peu, ce que tu te rends compte, c'est que les immigrants vont faire plus d'enfants que les Québécois de souche aussi, dans ces mêmes chiffres-là. Fait que si tu regardes le taux de fertilité des Québécois de souche, on est en bas d'1,38, puis pas mal. Fait que tu es dans une situation où est-ce que les gens n'ont plus le goût de faire de bébés tant que ça. C'est un trend qui est occidental et non pas nécessairement québécois, mais c'est un trend occidental. Puis on a encore des gens qui nous disent qu'il faut avoir plus de politique nataliste. Man, ça marche clairement pas. Ça marche, mais vraiment, c'est très cher payé pour très peu. Puis surtout que les choses qui fonctionnent mieux, comme je le dis, c'est des trucs comme de réglementer la construction. Parce que le plus gros coût qu'un enfant a, c'est l'espace qu'il prend. Fait que tu sais, si t'es pas capable d'avoir une place pour que ton enfant il joue, là, ou que tu as une chambre à coucher de plus pour que ton enfant il dort dedans, ou que tu aies une deuxième chambre à coucher pour un autre enfant, t'en auras pas dans. Les gens vont pas en faire un deuxième, ils en feront peut-être même pas un premier.
Ben Chris, à un moment donné, pose-toi pas de questions sur pourquoi tu n'as pas d'enfant. C'est que la chose qui compte le plus, littéralement, c'est le coût de l'espace. C'est littéralement la chose qui compte le plus, 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 plus. J'ai pas trouvé de règlement officiel là, sur les petits trous de vélo, mais je me fie au gars du magasin de vélo qui me dit qu'il en installait plus. Je sais pas pourquoi. Il y a sûrement une règle quelque part, mais je la trouve pas. Vincent, quelle autre question tu voulais? Dis-moi les Ben, il y prénoms. avait Nicolas Beauchamp qui posait une question sur l'île de Pâques. Puis j'ai pas de réponse sur cette partie-là. J'ai cherché, il n'y avait que des trucs technocratiques. L'île de Pâques dans le Pacifique qui tourne seulement autour du tourisme. J'ai pas trouvé grand-chose sur le sujet parce qu'il voulait savoir s'il y avait si c'était un climat plus économiquement libre. Mais la deuxième partie de la question, il veut savoir les effets économiques du régime de Pinochet. Ça, je pense que c'est le temps qu'on en parle parce que la gauche essaie souvent de dire que Pinochet, tu vois, regarde, les gens de droite ont pactisé avec lui, puis il y a eu un paquet de réformes. Puis là, tu as vu, ils ont eu la révolution néolibérale là-bas, puis le néolibéralisme est né au Chili, apparemment. J'ai déjà entendu ça. Ouais, c'est bon, là, on a fait plusieurs raccourcis. Oui, j'ai entendu plein d'affaires comme ça, mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'économistes qui ont participé au régime de Pinochet et qui ont participé à proposer des réformes, puis c'est des réformes qui ont libéralisé. Mais tu avais quand même plusieurs économistes, des libéraux, notamment Buchanan, qui disait rappelez-vous, un dictateur, c'est un dictateur, puis un dictateur peut changer d'opinion comme il veut. La seule raison que Pinochet libéralise, c'est parce que ben, c'est trop dans le trou. Il n'y avait pas d'autre solution. Mais quand on a commencé à faire des études plus empiriques, avec des nouvelles méthodes qui permettent de distinguer des choses, on a trouvé que les effets des réformes ont été presque nuls jusqu'à 1990. Puis c'est quand il y a eu des petits effets, mais c'est pas 100% clair. C'est quand les choses ont été démocratisées que la croissance a soulevé. Et la raison, c'est que ça fait parfaitement du sens. C'est qu'un dictateur, même un dictateur qui libéralise, éventuellement, il peut changer d'avis. Fait que c'est pour ça que tu peux pas. C'est mieux si tu libéralises. C'est bien de libéraliser, mais c'est encore mieux de libéraliser dans un contexte démocratique. Ouais, mais en même temps, je veux dire, même si si un régime dégueulasse fait des choses positives, t'es pas obligé de les dénoncer. T'sais, demain matin, mettons, la gang qui gère Cuba là, commence à faire des réformes pour moderniser l'île. Tu peux le saluer tout en disant que tu n'es pas d'accord avec. J'ai de la misère à comprendre. C'est comme si c'était une espèce de jugement moral. Là. C'est comme faut dire du bien juste des démocraties libérales. Toutes les autres sont méchantes, 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 peu importe ce qu'ils font. Ben non. Non, mais Il peut avoir ils peuvent aller dans le bon sens, même si ça ne va pas assez vite à notre goût. Ben, le meilleur exemple, c'est la Chine dans les années 90, 80 et 90. Je veux dire, je ne suis pas content du régime chinois, mais les réformes ont clairement eu des effets. Mais c'est sûr que les effets des réformes seraient encore plus importants dans un On a tout le contexte temps les mêmes démocratique. problèmes avec les mêmes types de personnes. Il y a des gens qui ne font qu'attaquer la tribu adverse en fonction du lien d'appartenance à la tribu. Et ils ne font aucune distinction sur ce qui est réellement dit par les gens. Des gens comme nous, on aime parler de politique publique. Quand tu parles de politique publique, on se fout un peu de la personne qui a mis en place la politique publique. Tu veux juste regarder la politique publique pour qu'est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle va être positive ou négative, puis quels sont les effets réels sur l'économie ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est une approche un peu scientifique, je dirais. Là. C'est de dire, ben écoute, telle chose, telle libéralisation, est-ce que c'est une bonne chose, oui ou non? Tandis que pour les gens qui aiment nous attaquer, ben, je dirais pas les gauchistes ou les droitistes, parce qu'il y a des gens à droite qui font la même chose. Il y a des gens à droite que peu importe ce qu'a fait Donald Trump, c'est bon. Mais là, tu es là, tu te dis, ouais, mais si tu aimes le libéralisme économique, il y a des affaires que tu aimes de Donald Trump, c'est sûr. Il y a aussi des affaires que tu ne devrais pas aimer. Fait que si tu es un partisan du libéralisme économique, tu ne peux pas aimer tout ce que fait Donald Trump. Par contre, si tu es un partisan de Donald Trump et là, tu aimes tout ce que lui fait, tu n'es pas un partisan du libéralisme économique, tu es un partisan du monsieur. T'sais. Puis je pense que c'est plus facile pour les êtres humains d'être partisan d'une personne ou d'être membre d'une tribu que de prendre une idée individuellement puis de l'évaluer individuellement sur ce qu'elle représente. Ben, avant de passer à la prochaine question, la première fois que j'ai réalisé ça vraiment, là, ce que tu viens de dire là, Yann, c'est quand j'avais écouté le dernier débat de la présidentielle française. Où, mettons que tu gardes juste les catégories que le monde a en tête, tu te dis, ben là,
Lui, mettons, tu es de gauche, donc tu devrais être pour le candidat de gauche. Tu es de droite, tu devrais être pour la candidate de droite, là, pour les termes que ça peut vouloir dire là-bas. Sauf que moi, je me souviens très bien, je regardais ça, puis un moment donné, je me suis dit, Chris, pour vrai, je ne sais même plus qui est de gauche ou de droite là-dedans, parce que là, je viens d'entendre Marine Le Pen dire que la mondialisation, ça tue la planète. Là. Je suis comme, Chris, on dirait une phrase de GND. Là. Fait que, tu sais, j'avais comme. Parce que moi, j'essayais de regarder ça en fonction de ce qui était dit et non en fonction de ce qu'on me dit que c'était. Parce qu'on m'avait dit que Macron, c'est le gars de gauche, elle, c'est la fille de droite. Puis j'écoutais ça, puis j'étais comme, they sound pretty much leftist to me. Genre, Ouais, mais la France aussi est comme déterminée à prouver que le horseshoe theory, la théorie du cheval de fer, c'est quoi? J'oublie c'est quoi en anglais. Horseshoe en français, c'est quoi? Fer à cheval. Fer à cheval. La théorie du fer à cheval, la France veut prouver que c'est vrai. Qu'à un certain point, les extrêmes se ressemblent tellement. Puis la France a comme décidé qu'ils allaient peupler les extrêmes avec 30% de mélanchonistes, 30% de lepénistes. Puis là, tu les écoutes, là, puis t'as comme. Tu vois que le overlap est gigantesque. mais c'est À parce qu'on l'exception assume. de l'immigration, là, je veux dire, Mais tous pas les juste ça, c'est libérales, qu'on ils sont mais pas inquiétants, juste ça, ces gens-là. c'est qu'on assume aussi qu'il y a une cohérence idéologique que les partis, en réalité, ils n'ont pas. Parce que là, Non, ça aussi. j'écoutais Macron parler, puis à un moment donné, j'étais comme, oh, ça, c'était une idée quand même assez free market. 3 minutes après, il était dans un truc genre full étatiste, contrôlant, puis vice-versa. Là. Ouais, J'étais comme, OK, là, Le Pen, mettons, elle vient de dire une affaire. Je suis comme, OK, ça, c'est pas pire. 3 minutes après, ils sont dans une affaire. T'es comme, mais vous délirez, genre, totalement. Là. Je sais pas où vous en allez avec ça, mais c'est genre 2 mesures qui sont en complet porte-à-faux d'un point de vue philosophique l'une avec l'autre. Mais c'est ça, je pense qu'on surestime la cohérence idéologique des partis. Là. ouais, Puis oui, même il y en a sur des beaucoup. longues périodes de temps, regarde ce qui s'est passé aux États-Unis. Les gens qui étaient pro-esclavage étaient des démocrates au sud, puis les gens qui étaient contre étaient les républicains au nord. Puis là, t'es là, de quoi il parle là, lui, les républicains au nord, les démocrates au sud? Ben oui, ça a été inversé éventuellement à un moment donné. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est deux partis politiques. Tu sais, tu dis, ah, il y en a un à gauche, il y en a un à droite. Ouais, c'est plus flou que ça sur une très longue période de temps. Puis là, tu sais, on vit la même chose au Québec présentement. Tu sais, le Parti québécois est en train de devenir de centre-droit. Le PCQ est en train de virer complètement à gauche Ah, présentement. C'est ça à cause c'est des ça qui politiques arrive. immigrationnistes. Fait que, on est même en train de vivre Ah, ça au Québec, cette inversion-là des pôles. Là. OK, c'est bon, ça. C'est ce que j'adore. Prochaine question, Vincent, qui tu voulais prendre? J'ai Tristan, Tristan qui pose une question sur les transferts, puis il dit c'est qu'il souligne le fait que je dis tout le temps que les transferts fédéraux, c'est tout un système de mauvaise incitation Ouais. qui mine le fédéralisme, puis qui fait en fait probablement la seule raison pour laquelle je suis définitivement souverainiste. Tu sais que, comme dirait Philippe Couillard, moi, ce lait-là, je n'en bois pas. Les trucs identitaires, moi, ça m'affecte. Il y a une phrase qui a toujours été populaire en politique, c'est No taxation without representation. Puis ce qui est fucké avec le système fédéraliste, c'est que la taxation, ça fait presque. Il y a une grosse part de la taxation qui se fait au niveau fédéral. Donc, tu prends du heat quand tu fais de la taxation. Tu prends le mauvais coup, la mauvaise opinion publique qui vient avec. Tu le transfères à certaines provinces. Puis là, à toutes les provinces, en fait, quand tu prends le transfert en santé, tout le monde en reçoit. Oui, mais la question, c'est des fonds s'effondrer, du capital s'effondrer, Bian. Non, mais la question, c'est. Laisse-moi finir ce que je veux dire. Tu as raison pour la péréquation, ce n'est que certaines provinces, mais il y a d'autres transferts qui se font. Les transferts en santé sont gigantesques. Oui. Ces transferts-là en santé sont envoyés dans les provinces, mais je veux dire, tu laisses les politiciens provinciaux aller chercher les gains politiques de dépenser cet argent-là, alors que toi, tu as pris le hit de la taxation. Tu sais, c'est un peu fucké pareil. C'est pour ça qu'ils veulent créer des programmes aussi tout le temps. Oui, mais lui, il posait une question différente avec ça. Il voulait savoir pourquoi est-ce que Terre-Neuve s'est joint au Canada. Si c'est comme dans la perspective des transferts, pourquoi est-ce que Terre-Neuve est rentrée? Bien, la réponse, c'est que Terre-Neuve s'est fait promettre des transferts quand ils sont rentrés. Les gens oublient, puis là, j'ai un petit morceau d'histoire. Ça, c'est quoi? C'est 1949, Terre-Neuve? 1949, mais les gens voici l'histoire de Terre-Neuve. Terre-Neuve est un dominion jusqu'à 1933. En 1933, ils ont construit dans les années 20 un chemin de fer sur l'île qui a comme foiré, mais foiré tellement, ils ont pitché de l'argent, man. C'était comme. Tu sais, imagine Nordvolt à Terre-Neuve sur un chemin de fer, x 10 relativement à la population.
Tu n'as même pas 250 000 personnes à l'époque, je pense. C'est un flop fiscal. C'est tellement de la merde que le gouvernement britannique a dit « OK, vous redevenez une colonie. » C'est pas une joke. C'est ça qui s'est passé. Ils sont passés d'un Dominion avec leur autonomie à une commission administrative nommée par Londres. Puis là, en 1949, ils se sont fait dire « OK, tu as un choix. Soit tu joins le Canada, tu restes une colonie, ou tu deviens indépendant par toi-même. » Puis là, le choix s'est fait à presque égalité entre indépendance et... Ils ont fait un référendum, quoi? Oui, ils ont fait un référendum, mais en 2 étapes. Tu avais un référendum sur joindre le Canada. En fait, les 3 options. Une fois qu'une des options était éliminée, c'était celle de la commission qui a été éliminée. Je pense qu'il y a eu comme 16% au premier référendum. Fait qu'ils l'ont éliminé, cette option-là. La deuxième, ils ont demandé le Canada ou l'indépendant, ou être resté par vous-même. Ils ont rejoint le Canada. Mais la campagne pro-Canada disait imaginez toute l'assurance emploi qu'on va recevoir. Imaginez toutes les transferts. C'est pas une joke, c'était ça la campagne. C'est une mentalité de BS, pareil. Mais c'était reconnu, en fait, que dans le cas ici, c'était des transferts qu'ils allaient pouvoir avoir accès. Puis le fédéral a fait campagne. Il ne le disait pas dans ces mots-là, mais il disait vous allez avoir accès à des fonds que vous n'auriez pas accès autrement, qui va permettre le développement de l'île. Meilleure façon de dire que tu es un esti de BS. Ça n'a pas marché avant le développement pétrolier à Terre-Neuve. Terre-Neuve a vraiment resté, si tu prends son revenu relativement au reste du Canada, tu n'as presque pas de tendance avant la fin des années 80, puis c'est là qu'il commence à rattraper. Puis c'est en 49 qu'on a eu ça de le Labrador aussi, ou c'était avant ça? Avant ça, un peu, me semble. Oui, en fait, tu avais une partie du Labrador qui était déjà à Terre-Neuve. Puis là, il y a eu 1927 que le Labrador est cédé. Exactement, mais c'était pas le même Labrador. Non, si tu regardes les cartes, c'était comme un différent part de terrain. Anyways. Mais à l'origine, en fait, l'effet que ça a eu, c'est que ça a découragé la discipline fiscale, parce que ce qui s'était passé, c'est que Terre-Neuve s'était rentré dans la merde à cause d'une indiscipline fiscale. Puis après ça, ils se sont fait dire pour régler ton problème de boisson, on va l'appeler de même, on va t'offrir la boisson des autres. C'est ça pareil. C'était ça qui s'est passé. Oui, puis la théorie que tu as toujours eue de dire que la péréquation empêche le Québec de se développer réellement, tu sais, on le sait, là, une des raisons pourquoi on ne change pas notre électricité trop chère, on dit c'est bon, on veut garder l'électricité pas chère parce que Hydro-Québec appartient aux Québécois. La vraie raison, c'est que dans le calcul de péréquation, ça nous nuirait. Oui. C'est pas Montmarquette qui avait déjà parlé de ça? Oui, écoute, tu dis Montmarquette, mais tu peux. Non, mais moi, j'ai souvenir de lui, il me semble qu'il avait vraiment parlé de ça. Mais... Il en a parlé, mais tu sais, je peux te nommer une liste de gens. Honnêtement, l'opinion que Yann vient de dire là, par mes économistes, c'est comme. Gênant un peu, là. L'économiste le plus tiède qu'il va avoir va dire quelque chose comme il faudrait réformer la péréquation pour que ça redevienne l'idéal initial, qu'il faut que toutes les provinces aient un certain niveau de service, qu'il faut qu'il y ait un certain transfert. La version Gérard Deltel. Ni pour ni contre, bien au contraire. Oui, mais tu sais, le minimum minimal, mais c'est plus ça, la péréquation. Là. La péréquation, c'est qu'imagine qu'il y a une province qui est tellement pauvre qu'elle n'est même pas capable de fournir des services de police, mettons. Ça serait comme, s'il n'y a pas de service de police à Terre-Neuve, mettons, à Nouveau-Brunswick, le Québec a peut-être intérêt à transférer un peu de ses ressources vers le Nouveau-Brunswick si ça fait en sorte qu'il y a moins de crimes qui spill over au Québec. Ça, c'est comme le cas théorique. Mais là, on n'est plus là. Je veux dire, si c'était juste ces trucs-là, le panier de services essentiels de l'État protecteur, la péréquation ferait 1/10 de ce qu'elle fait. Ça a toujours été frustrant pour les autres Canadiens, ce système de péréquation-là, parce que le Québec, historiquement, ramasse à peu près 50% du pactole. Puis même si on est juste 22-23% de la population. Et on est souvent les premiers à mettre en place des gros régimes sociaux. Je veux dire, on est les premiers à avoir notre RQAP. On est les premiers à avoir les garderies à 7$ ou à 5$ même quand c'est implanté à ce moment-là. Je veux dire, le reste du Canada te regarde aller, tu te dis, man, on t'envoie un chèque de BS à tous les ans, puis toi, t'as les garderies les moins chères au pays financées par l'État. Ouais, mais comme l'impression que je fais rire de moi là. Oui, mais il faut quand même souligner un truc. Ceux qui perdent le plus de la péréquation, ce n'est pas le Québec. En termes de chemin de croissance future, c'est les Maritimes. Parce que, oui, OK, d'accord, le Québec, il y a le gros de la part, mais quand tu ramènes ça par tête de pipe,
Les maritimes, c'est toute proportion gardée, c'est eux qui reçoivent. Étant donné qu'ils sont si petits, ils reçoivent vraiment. S'ils étaient aussi gros que le Québec, ils auraient comme 90% de la péréquation. Oui, exact. C'est vraiment. Mais tu regardes ce qui se passe dans les provinces maritimes. Les provinces maritimes, c'est les seuls qui rivalisent avec le Québec en termes de fiscalité lourde. C'est les seuls qui rivalisent avec le Québec en termes de dépenses publiques. C'est eux qui font des programmes sociaux qui sont vraiment très généreux. Les maritimes puis le Québec se ressemblent comme ça. Aucun sens. Puis tu sais, ça amène beaucoup de laxisme parce que si on avait vraiment le poids de nos mauvaises décisions sur les épaules puis on ne dépendrait pas de ces affaires de péréquation-là, ben, je veux dire, à un moment donné, le gaz naturel, on l'aurait exploité au Québec. Mais là, si on le sort de notre sol, puis mettons qu'on arrive et on se met vraiment riche avec ça, ben, dans la tête de bien des dirigeants québécois, on va perdre une partie de ce montant-là en péréquation. C'est ça qui les empêche de développer éventuellement parce que les ressources naturelles, puis comme le gaz ou le pétrole, ont un impact quand même assez grand dans le calcul de la péréquation. Peut-être même disproportionné, je te dirais. Fait que tu es vraiment dans une situation. On est là, nous autres, on va sauver la planète, notre gaz, on le laisse dans le sol. Ouais, attends un peu. Il n'y a pas juste une raison noble derrière ça. Il y a de quoi de pas mal plus loser que ça comme raison éventuellement. Oui, écoute, c'est pour ça que j'ai dit, il y a comme la paradoxe de la souveraineté, c'est que inévitablement, si le Québec devient souverain, il va devoir faire des trucs bien plus libéraux qu'il fait maintenant. Je ne dis pas que ça devient un paradis libéral, mais il va être obligé de faire des trucs beaucoup plus libéraux. Mais en même temps, il ne deviendra jamais souverainiste. Il ne deviendra jamais souverain s'il ne fait pas des concessions qui sont dans l'esprit du libéralisme. C'est comme, ben, tu dois comme faire ce qu'on dit. c'est poche, là, mais la péréquation garde le Québec pauvre, les transferts fédéraux gardent le Québec pauvre, puis il n'y a personne qui veut toucher à ça. C'est juste pas un winner électoralement. C'est juste que les gens comprennent bien, garde le Québec pauvre avec des mauvais incitatifs. Oui, c'est ça. Il encourage les politiciens québécois à avoir des politiques publiques de merde. C'est ça que c'est. Dépense trop, puis pas autant de politique pro-croissance. C'est un peu la même logique, quand on dit justement c'est une forme de BS, c'est un peu la même logique que, mettons, des gens qui touchent de l'assistance sociale, puis on leur dit, ben si, mettons, tu trouves un emploi, après tant d'heures, on te coupe ton chèque. C'est un peu, moi, je sais pas combien de fois j'ai entendu ça, que genre, des gens, finalement, ben, travaillent pas, parce que si je travaille, ils vont me couper mon chèque. Ouais, moi, je le vois plus comme donner de l'alcool à un alcoolique. C'est-à-dire que les politiciens veulent dépenser, puis là, ce que tu fais, c'est que tu donnes aux politiciens la capacité de dépenser plus avec tous les effets pervers qui viennent avec. You're enabling the wrong person. C'est plus ça, là, parce que BS, c'est comme si tu disais, ben, si tu je veux dire, c'est comme si c'était juste une affaire de transfert, puis que c'est un peu de la lâcheté, mais ici, c'est vraiment le double effet de je dépense plus que je ferais autrement et je travaille moins, je fais des politiques qui travaillent moins qu'autrement. L'idée de l'aide sociale ici n'a pas la première partie, c'est-à-dire, ben, tu dépenses plus que tu le ferais autrement. C'est comme si tu devenais moins en contrôle de tes dépenses publiques. Puis l'autre facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, on va plus dans les transferts à santé. Je veux dire, c'est une forme d'extorsion pour nous forcer à suivre la loi canadienne sur la santé, qui est une putain de loi niaiseuse. Oui, puis d'ailleurs, c'est la seule raison aussi que tous les souverainistes défendent étrangement le public en santé. C'est parce que si demain matin, il y a du privé en santé, là, la loi canadienne sur la santé, les transferts fédéraux sont coupés. Mais au Québec, tu poses les questions sondage après sondage. Il n'y a jamais en bas de 55% des gens qui sont contre plus de privé en santé. Puis si tu poses la question avec un peu plus de clarté, ça peut monter avec genre proche de 65%. Là. Puis là, c'est pas dire que le 35% qui reste est comme anti-privé. C'est comme, ben, tu as 25% qui est anti-privé, puis tu as un 10% qui, comme toujours, n'a aucune idée de quoi que ce soit à propos de l'unité. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est à n'y rien y faire. Prochaine question. Ouais, ben écoute. Celle de... Moi, j'avais celle de. Voyons, je l'ai perdu, là. C'était. Est-ce qu'il y a Félix-Antoine Flibotte qui demande est-ce qu'il y a une différence entre le libéralisme et le néolibéralisme? Oui, le libéralisme est une pensée qui existe et le néolibéralisme existe seulement dans la tête des gens de l'IRIS.
C'est ça. C'est ça la réponse. C'est un mot pour. Ben, ils ont trouvé que néo, ça faisait plus méchant. Ouais, mais apparemment, nouveau, ça veut dire méchant. Mais ça ressemble. C'est la même affaire. Puis les gens qui disent ce mot-là, c'est la même chose que McCarthy dans les années 50 qui disait que tous les gens de gauche étaient des communistes. Puis tout ce que j'entends, c'est comme le screech, la personne complètement dérangée mentalement qui dit They're communist! Non, ça veut rien dire. C'est un mot qui est fait pour vilifier. Puis ceux qui l'utilisent, généralement, tout ce que tu devrais utiliser. La seule utilité de ce mot-là, c'est de te signaler que tu es face à un imbécile. C'est la seule utilité du mot néolibéral. Moi, écoute, c'est littéralement une règle, c'est que si la personne utilise le mot néolibéral, j'ai comme le droit de l'ignorer. Mais tu sais, c'est juste, il y a une façon de jouer. Tu sais, la gauche a un bon sens culturel, un bon sens de l'art, savent comment bien jouer sur les mots, savent inventer des mots, utilisent beaucoup de néologismes. Mais tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, comment ils sont venus à la conclusion que d'utiliser le mot néolibéral ferait plus peur que libéral? Tu sais, t'es là, pourquoi c'est. Qu'est-ce qui fait que dans le cerveau des gens, néolibéral, c'est plus terrifiant que libéral? Parce qu'en bout de ligne, tu l'as dit, néo, tout ce que ça veut dire, c'est nouveau, le nouveau libéral. Alors que quand tu parles réellement à des libéraux, ils vont te dire même, moi, je suis un libéral classique. Je veux dire, si on pouvait revenir à ce qui était écrit en 1750, dans Wealth of Nation ou peu importe, tu te bases sur des écrits souvent qui sont super vieux. Tu sais, t'es là, c'est du libéralisme classique. Là, on revient à la base du libéralisme. Là, eux autres sont là, néolibéral! Chris, man, Adam Smith. Mais ça se man, peut-tu? ça fait longtemps qu'il est mort. Ouais. Là. Mais ça se There's peut-tu que- there's no school like the old school. Mais ça se peut-tu que ce mot-là ait été un peu créé parce que, à un moment donné, le terme libéral a été comme usurpé par la gauche? Hein? Bon, Tu sais, écoute, vu qu'aux voici- États-Unis, on Ça, dit c'est la liberals pour un gauchiste, puis même au Canada, tu sais, Parti libéral du Canada, Parti libéral du Québec, il n'y a rien de libéral là-dedans. Ouais, mais en même temps, voici ce qui s'est vraiment passé. Là. Ceux qui étaient irrités que le mot libéral soit détourné, c'était ceux qui ont décidé eux-mêmes de se décrire comme libertariens. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ils ont fait leur propre mot pour se décrire, ceux Ouais, qui ouais. disent ça. Ceux qui utilisent le mot néolibéral, c'est ceux qui veulent, en fait, prendre l'espèce de gauche modérée qui se dit liberal, la mettre avec les libertariens, puis dire, tu vois, ces deux-là, là, c'est la droite. Puis tu as juste des néolibéraux plus extrêmes que d'autres. Non. Mais ça aussi, libertarien, c'est comme devenu une insulte alors que c'est un mot qu'on savait même pas c'était quoi il y a genre 10 ans. Ben, écoute, t'as encore des gens qui disent, c'est quoi encore tu dis? Libertarisme. Libertaire, ils vont dire ça. Quand ils vont Libertaire, je dire. pense que c'était beaucoup plus à gauche. Ben Ça, oui. C'est un peu les Ben oui, hippies des c'est années un truc de 60. gauche. Le libertisme, voyons. Libertarisme. Ils vont dire libertarisme, c'est pas le bon mot, montrant leur grande érudition. Si tu vas dans le dictionnaire, en fait, c'est libertarianisme, c'est-à-dire qu'il y a comme un « hein » dedans. Je sais que c'est dur de lire. Là, je sais que les gens de l'IRIS prétendent qu'ils savent lire, puis prétendent savoir compter alors qu'ils font ni un ni l'autre, mais c'est libertarianisme. C'est vraiment le seul mot que les libéraux classiques ont utilisé pour se décrire. C'est-à-dire, à un moment donné, si c'est ça l'étiquette que tu veux, c'est l'étiquette que tu peux utiliser. Quand c'est la personne qui te critique, qui te donne une étiquette, puis qui s'en sert pour mettre tout le monde dans le même sac, ça veut rien dire. C'est un peu, mettons, comme les péquistes. Là, quand un péquiste se décrit par lui-même, il va se dire indépendantiste, il va se dire souverainiste. Ils se décrivent jamais comme séparatistes. Ouais, Ils font jamais Jean Chrétien qui dit séparatiste. C'est ça, c'est le mot qui est chose. utilisé pour ton adversaire parce que dans l'imaginaire de ses partisans à lui, c'est un mot qui fait plus bang dans sa tête. Fait que néolibéral, c'est que ça. Ce n'est qu'un mot utilisé par les adversaires des libéraux classiques ou des libertariens pour les décrire d'une manière péjorative, mais en même temps, quand tu reviens au sens propre des mots, tu es là, tu dis pourquoi c'est péjoratif néo, je ne sais pas. Ouais, je ne comprends pas. Puis en plus, avant cette année, là, avant peut-être tu penses que ça vient de néo-nazi. Je pense que néo-nazi est apparu avant, je sais pas. Non, t'es trop sophistiqué là, pour eux. Avant 2024, les seules personnes qui utilisaient le mot néolibéralisme,
c'était corrélé avec l'extrême gauche et c'était une stratégie de la gauche plus extrême, radicale, de mettre Syndical ensemble aussi. des sociaux-démocrates avec des centristes, avec des conservateurs, avec Marine Le Pen, avec des libertariens, puis dire, regarde, tout ce qui est un petit peu à droite de nous, c'est tous des néolibéraux. C'est un mot sac qui est supposé être le plus large possible pour créer une tâche par association. C'est-à-dire que c'est vraiment ça l'objectif, c'est de dire que le social-démocrate, genre Marcel Boyer, il n'y a rien de différent avec Marine Le Pen. C'est parce que c'est tous des néolibéraux, puis ils ont En tous. fait, C'est purement une stratégie rhétorique, puis ça veut rien dire. Moi, c'est pour ça que je te dis, c'est comme moi, je quand que comprends les pas gens trop de ça. gauche aiment se décrire comme des sociodémocrates ou des socialistes. Sont rares ceux-là qui veulent se décrire comme des communistes quand même. Ils savent que le mot est brûlé un peu. Mais ils veulent se décrire comme des socialistes ou des social-démocrates, puis nous autres, on les appelle des sauteux de douche. Tu veux que je te dis. Des sauteurs. C'est la même affaire. Oh, ouais, ben, c'est un mot qui est utilisé à des fins péjoratives, puis je vais le reconnaître uniquement dans la mesure que c'est un outil politique. Utilisez-le si vous le voulez dans des débats politiques. La gauche a le droit d'aimer le poil. Bon, selon GPT, ça vaut ce que ça vaut. Il dit en gros que ce terme-là est apparu dans les années 30 pour se distancier des keynésiens. Ouais, ça, c'était Walter Lippmann qui avait Ouais. essayé quelque chose, mais Lippmann, les Keynésiens n'existent pas dans les années 30, OK? Les Keynésiens, là, comme groupe, c'est un truc des années 40 puis après. Fait que, tu sais, déjà là. Ben là, c'était écrit 1938, là. OK, fine, mettons. On là, s'obstinera pas pour 2 ans. Non, non, OK, ben pour 2 ans, je ne m'obstinerai pas, mais même là, tu sais, le mot keynésien, en fait, si tu fais un Google Ngram là, de la popularité du mot, ça va tout apparaître vers 47, 48, 50. C'est pas avant la fin de la guerre que ça pogne, puis c'est très marginal pendant un bout. L'apogée du keynésianisme, c'est les années 50, 60. Mais mettons ça de côté, c'était Walter Lippmann qui essayait de faire ça, mais même là, c'était pas super clair. C'était un colloque qu'il y avait eu à Paris en 1938 pour essayer de. Hayek était là, par exemple, pour essayer de revigorer les idées libérales. Ça n'avait pas levé. La guerre a été déclarée un peu après. Ouais. Ça Ça avait pas ressemble d'une réparé. histoire qui est inventée par après, cette affaire-là. Ouais, c'est plus comme Souvent quelqu'un a trop, hein. essayé quelque chose, puis Ouais, ça n'a ouais, ouais. pas vraiment voulu dire grand-chose. Celui qui a vraiment fait la job de définir le terme, c'est Foucault. Ouais. C'est Michel Foucault, le... Le weirdo français. Ouais, j'allais dire, j'avais quelque chose de plus cruel en tête, mais j'ai un collègue libertarien qui essaie de le réapproprier avec des teintes de libertarianisme. Ça s'appelle Mark Pennington à King's College London, qui est plus libertarien que moi, je peux l'être. Il essaie de dire qu'il y a des choses qui sont sauvables dans Foucault, mais c'est Foucault, en gros, qui a repopularisé le terme. Puis comme Foucault est absolument illisible et, selon moi, très incohérent, là, ben c'est devenu un mot que les gens, après ça, ont réutilisé comme une valise pour tapocher sur tout le monde qu'ils En aiment fait, pas. Là. que les gens d'extrême gauche s'en servent pour accuser de manière péjorative un adversaire, c'est une chose. Que ça se ramasse dans nos journaux via les journalistes, quand même assez spécial. Ouais, Là-bas, mais il y a un peu de tu là, la popularisation et la démocratisation du terme. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ce mot-là dans le passé et ne savaient même pas ce qu'il voulait dire. ouais, mais je pourrais, si je me fais l'avocat du diable 2 secondes, c'est un peu la même chose qui est arrivé avec le mot woke. Là. Ouais. Un mot qui n'existait pas avant genre 2018, puis là, maintenant, c'était rendu que ça désignait n'importe qui est à gauche. Ouais. Alors que là, maintenant, tu dis, ouais, attends un peu, là, c'est quoi qu'on veut vraiment dire par là? Oui, parce que les premiers woke au Québec, réellement, c'est les péquistes. De croire que les péquistes sont anti-woke, c'est quand même drôle. Ouais, ça, on peut partir pendant ouais, une c'est heure. ça. Là, ça va nous amener ailleurs. Prochaine question. J'ai Nicolas Belland qui demande est-ce qu'il y a des idées qui te viennent en tête ou est-ce que le consensus entre économistes clash avec la réalité empirique? Celle-là, écoute, quand je l'ai lu, j'ai pris le temps de penser où est-ce qu'il y a des sujets dans lesquels on a été obligé de comme repenser un peu ce qu'on faisait. Puis l'exemple, c'est le salaire minimum. Pas tant parce que c'est un clash que parce qu'on est obligé de revoir beaucoup de choses de comment est-ce qu'on pensait à la question. Fait que, historiquement, tu prends un salaire minimum trop élevé va avoir l'effet de réduire l'emploi. C'est ça la réponse.
Mais après ça, on a comme réalisé que ben, il y a des études dans lesquelles l'effet est vraiment petit. Fait que pourquoi? Est-ce que c'est juste le design empirique? Puis là, on a comme réalisé, ben non, il y a des situations que, par exemple, s'il y a un seul employeur sur un marché, le salaire minimum peut avoir un effet où est-ce qu'il augmente l'emploi. Mais tu sais, là, ça devient, OK, ben, c'est quoi trop peu d'employeurs sur le marché? Qu'est-ce qui cause trop peu d'employeurs? Puis après ça, on a comme réalisé, ouais, mais c'est peut-être pas ça. Ça peut être le fait que, ben, mettons, tu sais, si tu augmentes le salaire minimum de 10 puis j'ai juste 2 employés, je ne vais pas sacrer 50 de ma production à la porte pour 10 de salaire. Je vais m'ajouter sur d'autres marges. Fait que là, il faut comme qu'on pense, ben, c'est quoi toutes les marges sur lesquelles un employeur peut s'ajuster? Puis à partir de ça, les économistes ont comme commencé à penser à des choses qu'ils ne pensaient pas avant, comme ben, ce qu'on appelle suboptimal minimum wage, sub-minimum wages, où est-ce que l'employeur t'a fait travailler un petit peu plus longtemps que les heures payées, ou va comme plus t'offrir le lunch avec la job. Puis là, il va comme avoir toutes les marges d'ajustement, puis ça nous a comme forcé à penser à l'organisation industrielle en plus de détails. Mais c'est pas tant que le consensus a disparu qu'il a été nuancé. Que maintenant, on comprend beaucoup mieux la dynamique du salaire minimum. Puis que le consensus maintenant, il est comme ben, largement défini, un salaire minimum va avoir des effets pervers sur les conditions des travailleurs, soit en réduisant leurs autres avantages, soit en réduisant leur emploi. Puis là, lequel des deux domine va dépendre du contexte. Mais encore une fois, entre économistes, généralement, les sujets de débat, c'est tous des trucs que quand tu vas dans le grand public, les gens comprennent fuck all pourquoi il y a un débat. C'est comme ça peut être important, puis des fois c'est très important. Mais c'est pas genre les débats que tu penses qu'il y en a un qui dit que le contrôle des loyers, c'est une bonne idée. Non, il y en a un qui va dire. Conservateur aussi. Il y a des gens qui ont étudié en économie, souvent premier cycle seulement, qui ne publient pas nécessairement dans des articles scientifiques, mais qui se disent économistes, puis après ça, vont utiliser leur argument d'autorité pour dire hey, ça, c'est une bonne politique, alors que c'est full socialiste qui va être mis en place ou ce qui peut. Ouais, puis t'en as qui sont l'économiste en chef de Trump, là, Stephen Myron, qui est, selon moi, une cruche. Ben, c'est ça. Il y en a. D'ailleurs, il veut pas nommer genre à la Fed ou de quoi de même. Ouais, Quel désastre. Là. Mais ce gars-là, là, écoute, au début, je pensais qu'il était juste comme iconoclaste. Puis plus le temps avance, plus je suis comme non, 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 this guy's a total dumbass. There's just no fucking way around it. You can't, you're a dumbass. Puis t'as un doctorat, puis you can't be that dumb and not have done a PhD. I'm sorry, there's just no way around it. Mais ce que tu veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de débats qui sont très techniques et pointus. Ben, c'est un peu comme quand tu étudies l'histoire de la religion catholique. Tu es comme, avez-vous vraiment fait un schisme sur une niaiserie de même? Là? Oh ouais. Mettons, dans notre contexte moderne où tu as des athées, des croyants, là, tu regardes une gang de croyants quasiment fondamentalistes, entre guillemets. Le premier débat, là? Est-ce que Dieu est la transsubstantiation? Ben, puis après, c'était le débat sur est-ce qu'on peut traduire la Bible en allemand? Ouais, est-ce qu'on peut traduire la Bible dans le langage courant et non pas juste en latin ou en grec? Mais celui-là, je le comprends un petit peu. Je le trouve moins débile que la transsubstantiation. Est-ce que l'hostie, c'est quoi? J'oublie tout le temps c'est quoi le débat, mais est-ce que l'hostie, c'est le corps? Est-ce qu'il y a réellement le corps de Dieu dans l'hostie? C'est ça. C'est fondamentalement ça, le débat de la transsubstantiation. Ça a amené à un schisme de l'Église catholique? Ben, ça crée des conciles. Ouais, c'est ça. Il y a eu un concile là-dessus. Il y a eu des chicanes. L'Empire byzantin se chicanait constamment autour de ça. Je lis un peu sur l'Empire byzantin. Puis quand je vois ce débat-là, je suis comme, regarde, je vais juste prendre pour acquis qu'il y a un débat. Puis je vais lire le reste, puis je veux pas envie de comprendre ce débat-là. Plein d'auteurs qui ont fini soit carrément martyrisés ou mis de côté. Puis c'est ça, des Spinoza de ce monde, Giordano Bruno et compagnie. Puis là, quand tu lis ou tu regardes un peu ce qu'ils disent, t'es comme mais ça parle de Dieu partout là-dedans, c'est zéro un athée, le gars. Non. À l'époque, tu étais comme genre accusé d'athéisme. Fait que il y a des débats qui étaient extrêmement, genre, aux yeux de quelqu'un qui est externe à ça, t'es comme
C'est comme, mettons, Ça quelqu'un. ressemblerait à ça souvent. Là, les Mettons débats. quelqu'un qui connaît pas trop l'islam, puis tu regardes ça, t'es comme, pour vrai, sunniste, chiite, je comprends pas c'est quoi votre chicane tant que ça. Là. Moi, pour moi, c'est la même chose. Là. Ouais. Mais là, après, c'est des différences de tradition, tout ça. Fait que, probablement que pour le grand public, deux économistes s'obstinent ensemble sur une affaire, puis t'es comme genre, honnêtement, dans ma tête, ils disent la même chose en ce moment. Ouais, je te dirais qu'il y a comme, de ce que les gens verraient, là, comme les gros débats, c'est peut-être 10% de nos débats. Les choses que c'est visible où est-ce qu'on est désaccord. Fait que, par exemple, immigration, tu as des gros désaccords entre économistes. Sur les effets de l'immigration, pas sur les salaires, mais sur d'autres aspects, là, tu as des gros débats. OK. Politique macroéconomique, genre, est-ce que la Fed devrait être plus rules-based ou tu devrais donner plus de discrétion au Conseil des gouverneurs? Gros débat. Mais après ça, là, ça, c'est ce que les gens voient. Là. Ça, c'est 10% des débats. Le reste, c'est quoi la bonne structure d'un estimateur statistique dans cette spécification-là? Et est-ce que tu fais une erreur en estimant ainsi? Tu sais, je veux dire, les trucs que je lis le plus, puis s'il y a des économistes qui écoutent, le truc qui est. Chaque semaine, tu as un article qui sort sur How to do difference in difference without making a mistake. C'est juste des papiers empiriques par-dessus papier empirique. Ben là, si tu as un problème de même, ça cause ça. Puis ça arrive, tu vas sous-estimer. Là, tu vas surestimer si c'est ça. Nobody gives a shit. Nobody Après, ce gives que a tu as fait, tu t'es fucking mis shit sa à map part un nous. peu d'attaquer Piketty puis l'autre Ouais. clown. Ça arrive pas si souvent que ça. Non, effectivement. Tu sais, je veux dire. Puis même là, le débat entre Piketty et moi sur ça, on n'est pas en désaccord sur comme 90% de ce qui est derrière ça. Tu sais, je ne suis pas en train de réinventer la théorie, je suis juste en train de dire que tu as fait des erreurs de mesure. Ouh! Ouh! Ouais, mais Ouh! ça peut être beaucoup dans le Hey! château de cartes, ça aussi. Oui, Les ça erreurs compte de beaucoup après ça, c'est comment tu les interprètes, mais tu sais, je vais pas dire. Tu sais, Ouais, puis encore là, Piketty, s'il ne crée pas un château de cartes avec sa théorie puis qu'il n'essaye pas de rentrer les politiciens là-dedans à tour de bras, je veux dire, ce clash-là que tu as avec lui n'est pas popularisé puis le grand public n'y a pas accès. C'est ah oui, la seule raison pourquoi il y a eu un accès à ça, c'est que Piketty venait avec son papier un peu supporter la thèse de beaucoup de politiciens interventionnistes. oui, c'est ça qui m'a motivé un peu à prendre le sujet, mais tu sais, au final, quand j'essaie de parler aux journalistes, je vais aussi souligner les choses qui nous mettent en commun. Juste pour que vous compreniez que c'est pas une attaque sur le gars en soi, c'est vraiment purement sur l'interprétation des données puis comment certains choix affectent cette interprétation-là. Je veux dire, ouh, hey, il n'y a pas de quoi mouiller ses bobettes, là, calmez-vous, tout le monde, là, Non, prenez c'est un ça. Valium, esti. Parlant de mouiller ses bobettes. Prochaine question, Yann, c'est. qu'est-ce que tu as choisi, Calis? Non, mais qu'est-ce que tu voulais prendre comme prochaine question? OK, moi, j'étais Au là, moins d'en faire une. t'avais Non, non, l'air de non, faire un mauvais coup. non. J'avais Serge Brosseau qui voulait savoir, les Québécois ont déjà voté pour du changement, le plan Nord, la réingénierie de l'État, le projet Saint-Laurent. Dans le commentaire, je me suis dit que je voulais juste, que ça valait la peine de parler de ces grands projets-là comme le plan Nord puis le projet Saint-Laurent. Ça, là, tous ces trucs-là, puis ça vaut la peine d'être dit, c'est la même chose que Nordvolt ou d'autres affaires de même. Ouais, C'est toutes des filière manifestations de l'idée de l'État stratège. Puis que l'État va façonner le développement économique alors que, écoute, le track record au Québec, si je pouvais, tu sais, comme. Là, tu as une nouvelle littérature qui commence à réapparaître en économie industrielle, qui est c'est quoi l'effet des politiques industrielles avec des nouvelles nuances, avec des nouvelles données. Puis il y a des trucs qu'on ne pouvait pas faire avant qu'on peut faire maintenant, puis c'est assez cool. Mais tu as quand même des économistes qui essaient de dire est-ce qu'on pourrait prendre les places que ça a réussi, puis faire le best lesson? Puis là, ils vont dire comme la Corée du Sud, puis Singapour, puis là, il y a comme du wishful thinking, selon moi, mais c'est pas mal motivé. C'est de la recherche bien importante. Mais j'ai envie de leur dire, pour chaque fois que tu as un Singapour, mettons, tu as 1000 Québec. Puis voici, c'est quoi le pire scénario, là, le left tail de let's fuck this up real bad. Le Québec. Le Québec, c'est littéralement la place que je peux imaginer comme si les gens disent voici le best case, ben voici le worst case. Puis le worst case, hey, il est mauvais en tabarnak. Parce que l'État stratège au Québec, c'est que des flops. Je m'excuse,
pour l'avoir étudié, là, l'État interventionniste qui essaie de façonner le développement économique, si j'étais pas né au Québec, j'aurais pas les mêmes. Je pense même pas que j'aurais été aussi libéral que je le suis. C'est en remarquant l'échec constant de l'État québécois à essayer de façonner le développement économique que tu me dis non, 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 ça confirme. On se dompte jamais, hein? Hein? Non, non, ça Donc, n'a jamais. aucun sens. Là-dessus, là, ça me sidère l'incompétence. C'est même pas une question d'incompétence, c'est que tu as une chance sur 100, disons, de réussir. Le Québec est comme, sais-tu quoi? Let's make this one in 1,000. Mais tu sais, le pire, là, c'est que honnêtement, là, si on veut être. Faut se regarder dans le miroir. Là. Puis je parle pas de nous et des gens qui écoutent ou qui commentent. Là. Mais il y a beaucoup de ça qui vient de la population. Là. C'est-à-dire qu'on s'attend d'un politicien dans notre culture ici qu'il arrive avec un projet de société. Moi, quand j'entends cette expression-là, le cœur me lève. Là. Ouais. Mais parce que tu es comme, qu'est-ce que ça va être encore la prochaine connerie? Mais c'est la raison pour Il va laquelle. s'en mettre beaucoup dans les poches Mais, de mais tout le monde. c'est la raison. Parce que pendant combien de temps on a entendu, genre, hey, le problème du Parti libéral, c'est qu'il n'a pas de projet de société. Mais Fait que là, ta gueule. qu'est-ce que tu envoies comme message avec ça? C'est arrivez-nous avec un plan Nord. Arrivez-nous avec un cimenterie mécaniste. Arrivez-nous avec des patentes de même. Filière batterie. La filière batterie et autres, parce qu'un politicien, mais c'est vrai, là, un politicien qui arrive devant les électeurs, un peu comme un maire ou une mairesse qui arrive en disant moi, je vais ramasser vos vidanges, ramasser la neige, puis demandez-moi-en pas ben plus que ça, il se fera pas élire. Il faut que tu arrives avec l'espèce de plan de fou de genre moi, je vais contrer le changement climatique, je vais transformer la ville en éponge, ce genre de truc-là. Puis les citoyens, je suis désolé de le dire, mais il y en a beaucoup que c'est ce qu'ils attendent des politiciens, c'est des grands plans puis des grandes histoires. Rappelez-vous, quand il y a eu le début de la filière batterie, je pense que sur les. Tu sais, d'un 10 personnes au Québec qui a dit que c'était de la merde, là, il y en a 3 qui étaient ici. OK? Puis on passait des fous dans la tête de dire ça. Je comprends, vous êtes radical. Très bien. Vous êtes radical. Ouais, mais moi, ce qui me fascine, c'est que quand tu parles aux gens, tout le monde est choqué de Nordvolt. Tout le monde, ça les fait chier. Mais là, tu as Inergex qui sort la semaine passée. C'est un 500 millions qui s'en va pour. Ben, c'est ça. 500 millions pour acheter du capital action. Je veux dire, tu ne peux pas prendre plus de risques que ça. Ce n'est pas un prêt sans intérêt. C'est du capital action. Ça veut dire, si éventuellement cette compagnie-là finit par faire faillite, il n'y aura plus rien. Tu perds tout. Tu n'as aucune garantie de rien. Mais Yann, t'aimes pas le Québec. Puis, tout de suite après, ce que tu te rends compte, c'est que la Caisse de dépôt participe à Inergex. Après ça, on met un 500 millions. Let's go. Pas longtemps après, les dirigeants ont des bonus. Tu fais, parce que c'est un peu tout le temps ça. Puis on se fourre entre nous autres. Je veux dire, il y a beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de financement étatique, qui ont l'argent à rendre, tout ça. Puis quand tu arrives puis tu parles à des gens qui ont travaillé dans l'entreprise, ce que tu apprends, c'est que la rentabilité, c'est un concept un peu abstrait chez nous. La profitabilité, c'est quelque chose qu'on n'a comme jamais vu. Fait que là, tu es là, tu te dis crime. Des dirigeants d'une entreprise qui n'a jamais été profitable, ils ne doivent pas avoir des gros salaires, ils ne doivent pas avoir des gros bonus. Non, finalement, tu te rends compte, non, il y a des gros salaires, des gros bonus, des grosses options d'achat. Et là, tu te dis, voyons, Calvados, qu'est-ce qui va? Ils n'ont jamais fait un petit profit de leur vie. Puis finalement, tu te rends compte qu'un moment donné, l'entreprise a fait faillite, le gouvernement ne recoupe pas son argent, mais pendant toutes ces années-là, les dirigeants ont caché des salaires de 1,5 à 2 millions par année. Écoute, je vais prendre une dernière question, puis mais dans le Patreon, je vais conter une histoire qui va te faire péter une coche exactement dans la lancée que tu viens d'avoir sur les projets publics que j'ai appris très récemment. Je pense que je vais tuer Yann par accident dans le Patreon. C'est une bonne raison de se joindre. Là. Mais c'est quand même indécent, Vincent, que des dirigeants d'entreprise qui ne sont pas capables d'avoir une entreprise profitable cachent des salaires de 2, 3 puis 4 millions par année. Non, écoute, je ne suis pas en désaccord avec toi, mais si tu penses que c'est indécent... Moi, j'ai monté 2 entreprises à partir de zéro. Là. 2 fois. Les 2 sont profitables. Asti. Puis je mérite chacun des dollars qui sont versés dans mes poches de ces entreprises-là. Puis mes employés aussi, d'ailleurs. On n'a jamais eu une subvention de personne. Je m'ostine pas avec ça. Ça se fait de créer des entreprises profitables. Mais au Québec, on s'amuse à financer et subventionner des entreprises non profitables. Hey, être profitable, là, c'est tough. Là. Être profitable, ça veut dire faire plus de revenus que de dépenses. Vous n'avez pas idée comment c'est tough. Parce que ça ne tient à rien, la profitabilité d'une entreprise. Mais somehow, on a tout le temps de l'argent pour des compagnies losers au Québec.
Yann, dis-moi comment tu te sens. Oui. On a-tu une Mais petite dernière rapide? ouais, Avant écoute, qu'on y Simon aille? Labarre qui demandait la théorie du ruissellement. Là, ça, c'est l'espèce de claim Trickling appar- effect. que apparemment trickle down. Euh, que apparemment, si tu baisses les impôts, ça va rendre les pauvres plus riches aussi en même temps que les riches vont s'enrichir. Puis la réponse des gens, c'est que ça c'est de la bullshit. C'est juste les riches qui s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Euh, écoute, il y a, il y a aucune manière, il n'y a pas vraiment de littérature qui montre que les pauvres s'appauvrissent. C'est vrai que, par exemple, des baisses d'impôts ont des effets inégaux sur le développement. Par contre, dès que tu prends des gens, que tu suis les mêmes personnes, c'est-à-dire que tu ne fais pas juste dire je vais prendre toujours le même bas 10% puis le top 10%, mettons, ben, la question, c'est pas vraiment ça que tu devrais regarder. Tu devrais regarder si quelqu'un du bas 10% après une baisse d'impôt peut grimper, a plus de chances de se rejoindre dans des niveaux plus élevés parce qu'il y a des rendements sur l'effort. Là, ce que tu remarques, c'est que l'effet est à peu près, tu sais, il n'y a pas d'effet différentiel très important. Mais tu sais, c'est sujet à débat. Par contre, si tu parles de libéralisation plus largement, particulièrement si tu réduis les dépenses publiques. Fait que c'est plus juste couper les impôts, là. C'est couper les impôts, réduire l'État, déréglementer. Il y a une littérature empirique très bien établie là-dessus que tous les bateaux sont levés. OK? Puis des fois, puis étrangement, quand c'est pas égaux, ce qui se passe, c'est que le bas va lever beaucoup, le top va lever beaucoup, le milieu ne va pas lever une tonne. De par des grosses libéralisations. Donc, c'est ça que ça a l'air de donner. Puis c'est pas particulièrement sujet à débat. Donc, la théorie du ruissellement, ceux qui l'attaquent ne comprennent pas vraiment de quoi ils parlent. Ils passent de l'impôt à la libéralisation, puis libéralisation plus large avec coupure de dépenses publiques. C'est très clair que tous les bateaux sont levés. Baisse d'impôt tout seul. Des fois, c'est égal pour tout le monde. Des fois, c'est pas égal. Des fois, il y a des effets pervers, mais c'est largement en passant. Quand tu vois des effets pervers, c'est toutes des coupures d'impôts. Dans quelle situation avec aucune coupure de dépenses publiques? Parce que lorsque l'économie s'attend à ce que, ben, il va y avoir un déficit dans l'avenir, fait que je me prépare avec l'équivalence ricardienne pour gérer C'est ton niveau théorique, puis ce que les gens manquent aussi, c'est, à un moment donné, tu sais, les riches, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que un riche au Québec, là, 500 000 par année que tu gagnes, t'es plus que dans le 1 t'es 0 point que. C'est fou comment on n'a pas de riches au Québec. Et je veux dire, les gens n'ont pas de notion de comment ces gens-là pensent. Mais tu sais, à un moment donné, quelqu'un qui fait beaucoup d'argent dans une année pour continuer à être motivé à investir, parce que généralement, c'est des investisseurs. Il y a quelques-uns que c'est vraiment des employés, mais c'est comme les joueurs du Canadien de Montréal, par exemple. Mais la plupart des gens qui font des très gros revenus, je veux dire, c'est des investisseurs. Ben, eux, pour être motivés à continuer à investir, il faut qu'il y ait un environnement réglementaire prévisible, intéressant. Il faut que tu essaies de ne pas les envoler 53 quand, quand ils font un peu d'argent. Je veux dire, ça ne sert à rien. Puis des fois, là aussi, on ne réalise pas que le gouvernement est trop pressé d'avoir son argent. Quand tu arrives et tu tombes sur une personne sacrément efficace qui est capable de créer des entreprises hyper profitables, qui traitent bien ses employés, je veux dire, eux autres, tu veux laisser le plus d'argent dans leur poche possible, le plus longtemps possible. Tant aussi longtemps qu'ils sont hyper actifs, bien, ces gens-là vont créer des entreprises, vont faire croître des entreprises, vont créer des emplois de qualité. Je veux dire, pourquoi qu'on est pressé de les taxer tout de suite puis de leur enlever les moyens de leurs ambitions tout de suite? Taxer-les à la fin de tout, baptême. Je veux dire, on est beaucoup trop pressé. Moi, je veux dire, l'impôt sur les entreprises, par exemple, qui est l'impôt sur le profit des entreprises, ça devrait être zéro. On ne devrait pas taxer les profits des entreprises si on veut que les entreprises les réinvestissent. Je veux dire, pourquoi tu es pressé d'aller taxer 25, 30, 40 tout de suite? Ben, Qu'est-ce que ça te donne? pour la redonner à d'autres entreprises. Ben, c'est ça la réalité, c'est à peu près kiff-kiff, hein, Ben l'impôt oui. que les entreprises paient et les subventions aux entreprises. Mais si tu abolis l'impôt et tu abolis les subventions, qu'est-ce que tu vas être obligé de faire avec le ministère de Pierre Fitzgibbon? Tu prends une entreprise qui est rentable, qui est profitable, qui a trouvé la recette du succès, tu y enlèves 26 de ses profits dans une année pour les donner à quelqu'un qui n'a jamais fait de profit de sa vie, Callis.
Dans quel monde tu penses que c'est une bonne idée, Calvaire? Dans le monde où ce qu'il est, lui. Un petit peu. Dans ce monde-là. Là. Ouais. On va continuer sur Patreon. Joignez-vous à nous avec le petit code au bas de l'écran ou patreon.com. Vous cherchez Yann et Frank, vous allez trouver tout ça. Patreon.com/i Sénéchal.